RCF. Bonjour à tous. Ce matin, dans À votre service, nous verrons ensemble si l'on peut combattre la maladie d'Alzheimer sans médicaments. Nous ferons le point sur les informations récentes de la maladie. Nous verrons notamment si la thérapie par le souvenir, la technique Montessori ou la musicothérapie sont des solutions précieuses pour combattre ce trouble. En France, 900 000 personnes sont concernées par la maladie d'Alzheimer, d'après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le mot Alzheimer a de quoi faire peur. Mais que savons-nous exactement de cette maladie dégénérative ? Quels sont ses principaux symptômes ? Comment la traite-t-on et peut-on la prévenir ? Les réponses ce matin avec le docteur Thierry Bautran. À votre service, présenté par Bérangère Loup. Et comme chaque matin, vos témoignages et vos questions nous sont chers. Votre vécu, votre expérience peut éclairer ceux qui se sentent seuls ou démunis face à la maladie. Que vous soyez proche d'une personne atteinte d'Alzheimer ou un aidant professionnel ou pas d'ailleurs, venez nous raconter votre quotidien, vos questionnements, vos engagements et le dispositif ou les dispositifs que vous mettez en place pour faciliter la vie de la personne atteinte de cette maladie. Catherine vous attend au standard ce matin. Voici le numéro de téléphone que vous pouvez composer depuis la France. À votre service, 04 72 38 20 23. Nos amis belges peuvent composer le 04 72 38 20 23. Vous pouvez également poser vos questions sur avotreservice@rcf.fr. À votre service, jusqu'à 11h sur RCF. Docteur Thierry Bautran, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre spécialisé en gérontopsychiatrie. Vous vous êtes intéressé de très près aux troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer, jusqu'à en faire votre spécialité. Une expertise d'ailleurs que vous mettez à profit en dirigeant l'EHPAD, le domaine de la Source de Marseille, ou pas loin de Marseille, près de Marseille, qui comporte d'ailleurs un pôle d'activité et de soins adaptés dédié aux troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer. En parallèle, vous présidez l'association des aidants à domicile à Troyes et vous avez trouvé le temps aussi de créer un nouveau concept dont on évoquera dans cette émission d'ici 11h ce matin, puisque nous avons 1 heure pour en parler ensemble, la thérapie non médicamenteuse personnalisée. Au vu de votre planning que j'imagine très chargé, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler de cette maladie qui n'est pas une maladie nouvelle. Si l'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est en réalité en 1906 que le neurologue allemand Alois Alzheimer l'a décrite pour la première fois. Mais il aura fallu attendre des dizaines d'années avant qu'elle ne revienne sur le devant de la scène. Sait-on pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette maladie, vous l'avez dit, touche près d'1 million de personnes en France. Et ça, c'est lié au fait que le vieillissement de la population se fait de mieux en mieux, avec une meilleure qualité. Et donc, du coup, il y a beaucoup de cas qui apparaissent maintenant. Mais je voudrais quand même commencer cette émission par une bonne nouvelle. C'est que le nombre de nouveaux cas de la maladie d'Alzheimer baisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que les facteurs de risque, on en parlera peut-être tout à l'heure, les facteurs de risque qui sont l'hypertension artérielle, qui sont l'obésité, qui sont le manque de relations sociales, le cholestérol. Tout ça commence à être maîtrisé, en tout cas de plus en plus maîtrisé. Et du coup, le nombre de nouveaux cas baisse. Mais malheureusement, enfin en tout cas, comme il y a de plus en plus de personnes âgées et que le facteur de risque essentiel de la maladie, c'est quand même le vieillissement aussi, c'est que il y a donc si on fait une photographie par rapport aux années 1940, il y a plus de cas maintenant de maladie d'Alzheimer qu'avant. Est-ce que peut-être aussi, à l'époque, on parlait plus volontiers de démence sénile ou de sénilité ? Alors tout ça, il faut l'oublier maintenant. La démence sénile n'existe pas. Il y a soit un vieillissement de la personne qui peut se faire plus ou moins bien, mais ce n'est pas une maladie. Quand vous vieillissez, vous pouvez effectivement avoir des troubles de mémoire qui sont classiques. On oublie l'acteur qu'on a vu à la télé la veille. On peut même avoir quelques petits troubles du comportement, un peu de dépression, un peu de persécution. Mais en aucun cas, cela ressemble à la maladie d'Alzheimer, car je sais, madame, que vous allez me poser une question autour de est-ce que c'est une maladie ? Oui, c'est une maladie et avec vraiment des lésions et ça provoque un trouble de mémoire
aberrant. C'est pas le même du trouble de mémoire que quelqu'un qui vieillit pas trop bien parce qu'il est déprimé, etc. La maladie d'Alzheimer provoque un trouble de mémoire aberrant. On ne reconnaît plus presque son petit enfant. On ne reconnaît plus les trajets familiers qu'on fait tous les jours, où on arrête un bricolage qu'on faisait régulièrement. Et les troubles du comportement sont terribles. Ça n'a rien à voir avec un trouble du comportement d'une personne qui vieillit, entre guillemets, pas bien. On aura l'occasion évidemment d'en parler. Donc, ça sous-entend que vous ne partagez absolument pas les propos du gériatre Olivier Saint-Jean, qui a écrit un ouvrage, Alzheimer, le grand leurre, qui dit tout simplement, Alzheimer n'existe pas, ce n'est pas une maladie, c'est simplement parce qu'on vieillit, on devient sénile. Non, ce que dit Monsieur Saint-Jean, c'est qu'il dit que on a voulu absolument traiter cette maladie par des médicaments qui, maintenant on le voit, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Ils ont peut-être un tout petit peu diminué le déclin cognitif, mais en tout cas, et surtout, ils étaient pourvoyeurs d'effets secondaires. Et effectivement, c'est ça qu'on condamne. Mais non, c'est une vraie maladie avec, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec des plaques qu'on appelle des plaques d'amyloïdes, des plaques de protéines qui se logent dans le cerveau à une zone qu'on appelle la zone hippocampique, là où il y a la mémoire, et qui détruit véritablement les neurones de ce cerveau. On appelle ça une dégénérescence neurofibrillaire, mais ça se voit à l'IRM, ça se voit, on appelle ça le SPECT scan, c'est-à-dire que si on injecte du glucose dans le cerveau, on voit que les zones s'allument. Si on fait une ponction lombaire, on retrouve ces zones, ces dégradations des protéines amyloïdes. Donc tout ça prouve qu'il y a une vraie maladie qui détruit véritablement une partie du cerveau et provoque non seulement ce trouble de mémoire, mais aussi des troubles du comportement qui sont très très invalidants. Une maladie donc neurologique dégénérative. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler justement de ces symptômes, outre la mémoire qui flanche ? Alors, donc, on a dit qu'effectivement, la démence d'Alzheimer, c'est une démence, donc ça veut dire qu'il y a un trouble de mémoire, qu'effectivement, qui est invalidant, mais finalement, et je vais être un petit peu provocateur, n'est pas forcément le problème principal. Le problème de cette maladie, c'est que elle peut presque vous faire devenir fou. C'est-à-dire qu'il y a tous les troubles du comportement de la psychiatrie traditionnelle que j'ai retrouvés dans la démence d'Alzheimer. Vous avez des problèmes de dépression, d'anxiété, d'apathie, encore que ce sont des troubles qui ne sont pas trop perturbateurs, mais il y a aussi des troubles perturbateurs. Vous pouvez retrouver de l'agressivité, de l'agitation, de l'opposition, de la fugue, enfin des choses qui épuisent les dents familiales. Vous savez que les dents familiales, quand ils s'occupent d'une maladie en général, une maladie traditionnelle, ils décèdent par épuisement à hauteur de 8%. Quand ils s'occupent d'une démence d'Alzheimer, à cause de ce trouble du comportement, c'est-à-dire l'opposition, l'agressivité, la fugue, ils meurent à 15%. On double le décès lié à l'épuisement d'une personne qui s'occupe d'une démence d'Alzheimer. Vous l'évoquez très bien dans votre livre. Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments ? Vous consacrez une large place aux aidants, justement. Certaines personnes présentent plus de risques d'être atteintes de la maladie que d'autres. Alors, les facteurs de risque, vous les avez évoqués très rapidement en préambule de cette émission. Est-ce qu'on peut revenir sur ces facteurs de risque ? Est-ce que si je fume et quotidiennement, beaucoup, je peux être sujet à Alzheimer? Voilà, ce n'est qu'un facteur de risque. Très souvent, on me dit, oui, moi, j'ai fumé, ou en tout cas, ma grand-mère a fumé, elle n'a développé aucune maladie. Mais oui, on parle de facteurs de risque. Donc, c'est effectivement, le tabac en fait partie. Il y en a 7 qui ont été vraiment répertoriés, mais il y en a peut-être d'autres qui sont en cours d'études. Notamment, effectivement, vous l'avez dit, le tabac, l'obésité, le manque de relations sociales et le manque d'activité physique. L'hypertension artérielle est aussi un facteur de risque, le cholestérol aussi. Le diabète ? Le diabète aussi. Toutes ces pathologies, je le disais tout à l'heure, qui commencent à être maîtrisées. Regardez par exemple l'activité physique. On le développe de plus en plus de seniors font de l'activité physique. Donc tout ça est plutôt positif. Malheureusement, il y a quelques facteurs de risque qui sont pas vraiment bien maîtrisés, comme l'obésité, le tabac. Je ne pense pas qu'on fume moins que dans les années qui précèdent notre génération, malheureusement. J'aimerais revenir sur ces 7 facteurs de risque. Le tabagisme, l'inactivité physique, la dépression, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, et vous évoquez également le faible niveau d'instruction. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais au tout début de l'émission que le nombre de nouveaux cas baisse, c'est que le niveau d'instruction par rapport aux générations précédentes, évidemment, a bien évolué. Et c'est un facteur qui, donc du coup, de risque qui commence à être un petit peu maîtrisé.
Vous précisez également qu'une étude de la revue Lancet Neurologie Vieillissement a été présentée à Paris en juillet 2011 au Congrès international de l'association Alzheimer et a montré que des millions de personnes dans le monde pourraient ne pas contracter la maladie d'Alzheimer en maîtrisant ces facteurs de risque. Si les 7 facteurs de risque étaient maîtrisés, on aurait 50% de maladies d'Alzheimer en moins. Donc c'est énorme. Pour l'instant, quelques-uns sont maîtrisés, et puis il y a des pays évidemment où c'est plus difficile de traiter une hypertension artérielle ou un diabète, alors que évidemment dans les pays développés, cela se fait plus facilement. Si je suis une femme, je suis plus touchée que les hommes par la maladie d'Alzheimer? Oui, vous êtes plus touché. Pour quelle raison? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, mais il n'y a pas vraiment de réponse à ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une cause hormonale ou quelque chose de cet ordre-là. Quand on fait une photographie à l'âge avancé, on a plus de femmes que d'hommes qui vieillissent, mais c'est pas ça la cause. Je préfère pas vous dire de raison parce que pour l'instant, les scientifiques n'ont pas vraiment expliqué la raison de cette cause. La majorité des personnes souffrant de maladie Alzheimer ont dépassé 65 ans. Vous l'écrivez dans votre livre. Si j'ai moins de 40 ans, je suis pas forcément concernée? Ah si, vous pouvez l'être, mais beaucoup moins en fréquence. Hein. La fréquence augmente avec l'âge. Donc, plus vous vieillissez, plus vous avez des chances de contracter la maladie. Vous parlez des femmes. Les femmes à l'âge de 95 ans ont une chance sur 2 de développer la maladie Alzheimer. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement important. Non, les formes jeunes existent. Heureusement, elles sont beaucoup moins fréquentes. Mais par contre, elles sont souvent plus dangereuses, entre guillemets, parce que le déclin est plus rapide, très souvent. Et puis surtout, il y a souvent un phénomène héréditaire dans les formes jeunes. C'est-à-dire que vous avez des formes autosomiques dominantes, par exemple. C'est-à-dire que si votre mère a une maladie d'Alzheimer à 50 ans, les enfants auront une chance sur 2 de développer la maladie. Alors que si, et ça c'est une question qu'on me pose souvent, si c'est une personne très âgée qui a la maladie d'Alzheimer, si c'est votre mère, votre père, votre frère ou votre sœur, hein, pas votre oncle, votre tante, pas votre grand-père, votre grand-mère, si c'est une de ces personnes-là qui développe la maladie, vous augmentez votre chance à 1,5 par rapport à la population générale. Nous parlons ensemble ce matin de la maladie d'Alzheimer et nous en parlons avec vous. Faites comme Brigitte, composez le 04 72 38 20 23 pour nous offrir vos témoignages ou poser vos questions. Soyez la bienvenue Brigitte, vous nous appelez depuis Bordeaux. Et vous souhaitez nous parler, entre autres, de votre maman. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc docteur, je vous appelle parce qu'en fait, ma maman souffre de cette maladie. Elle a un traitement depuis 8 ans avec le Réminil. Et donc, nous avons vu que ce médicament a été dénoncé par l'ARS et qu'il n'a pas fait preuve de son efficacité. D'ailleurs, nous l'avons constaté parce que sa maladie s'est aggravée. Et il est, entre guillemets, présumé dangereux. Je voudrais savoir pourquoi les spécialistes, les neurologues notamment, ou gériatres, prescrivent ce médicament. Et quand on leur pose la question, ils disent qu'ils sont bien démunis par rapport au traitement. Qu'en pensez-vous, docteur, s'il vous plaît ? Alors c'est une très bonne question, madame, parce que c'est une question qui a fait objet de polémique. Hein. Ces produits, vous parlez du Réminil, il y a aussi l'Exelon, il y a aussi l'Aricept. Ces produits-là et les Bixa, tous ces produits agissent, enfin, en tout cas, on pensait qu'ils agissaient en diminuant la vitesse du déclin cognitif. Pas en l'arrêtant, mais en diminuant un petit peu. Bon. En fait, en gros, pour être très très simple, dans la maladie Alzheimer, on a un neuromédiateur qui baisse un peu, qui s'appelle acétylcholine, et qui est un médiateur entre autres, qui permet d'avoir un éclaircissement de la mémoire. Donc, on remontait par ces produits cette acétylcholine, bon, en pensant qu'il y allait avoir un effet. Et effectivement, madame, vous avez raison. Non seulement l'effet est très modeste, mais en plus, ils sont pas dépourvus d'effets secondaires. Et l'HAS a rendu un verdict, la Haute Autorité de Santé, il y a quelques années, en disant qu'il y avait un très faible rendu d'efficacité de ces médicaments. Et d'ailleurs, lors du gouvernement précédent, il avait été question de dérembourser ces médicaments. Puis ils sont revenus en arrière, ils ont à nouveau remboursé. Et puis là, actuellement, c'est encore sur la sellette, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ces médicaments ont un très faible rendu
d'efficacité et donc ils n'ont pas beaucoup d'effets. C'est un médicament d'accompagnement. Hein. On n'a jamais dit que c'était un médicament qui allait soigner la maladie. Hein. Alors, on parlera tout à l'heure avec, j'imagine, des médicaments qui cherchent à traiter la cause, c'est-à-dire les plaques d'amyloïdes dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent que ces médicaments, il vaut mieux être très prudent avant de les prescrire parce que le service rendu n'est pas très bon et il n'est pas dépourvu d'effets secondaires. C'est pour ça que je préfère, moi, des solutions non médicamenteuses qui sont dépourvues d'effets secondaires et qui ont une certaine efficacité. Vous pensez auquel, par exemple? Qu'est-ce que l'on peut conseiller à Brigitte ce matin? Alors, c'est le médicament, en tout cas, qu'on a prescrit, là, en tout cas, pour le coup, c'est le Réminil dans ce cadre-là. Bon, c'est un médicament d'accompagnement. Maintenant, après, il faut parler avec elle de quels sont les troubles du comportement qui entourent la maladie. C'est de sa maman dont il s'agit, je sais. Oui, tout à fait. Voilà. La maman de Brigitte. Si la maman de Brigitte a des troubles du comportement, alors ça peut En a-t-elle, Brigitte, votre maman? Oui, elle a des troubles de mémoire. Donc, elle a un cas atypique avec des moments où elle est très bien. Elle semble être sans maladie. Et puis après, on lui demande quelque chose et elle est perdue dans l'espace. Elle est perdue par rapport à l'objet qu'on lui demande. Mais si on lui demande vraiment de chercher, au bout d'un moment, elle va chercher, elle va trouver. Voilà, mais c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi c'est imposé par les médecins et qu'elle est obligée de prendre ça et que malgré que ce soit sur la sellette, est-ce qu'il y a un enjeu économique par rapport au laboratoire? Ma question elle est directe, elle peut choquer. Mais pourquoi justement ce médicament, puisqu'on sait qu'il est néfaste, pourquoi il n'est pas retiré directement du marché? Pourquoi l'autorité de la santé n'a pas justement autorité? Parce qu'il y a plein de médicaments. Enfin, voilà, ce n'est pas le seul médicament qui est sur la sellette et qui est toujours là, malgré le nombre d'années. C'est aberrant. Quoi. Ça fait vraiment mal, parce que bon. Même si le docteur vous prescrit ce médicament, docteur Thierry Bautran, est-ce que l'on peut dire, finalement, non, moi, j'ai pas envie d'administrer ça à ma mère. Bien sûr. Et je peux trouver d'autres solutions. Bien sûr qu'on peut, en étant la famille d'un patient, dire au médecin, moi, je veux pas qu'il y ait que ma mère ait des effets secondaires. Je suis au courant que les effets sont minimaux. Alors, il faut en parler avec le médecin. C'est vrai que il y a certains médecins qui croient quand même. Il y a eu des études qui ont montré un petit bénéfice. Alors, peut-être qu'effectivement, ce petit bénéfice sur la mémoire de 1 ou 2 points à une échelle qu'on appelle la MMSE, qui est une échelle d'évaluation du trouble cognitif. C'est peut-être aussi effectivement intéressant pour certains médecins. Donc il faut en parler avec eux en disant que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'effet sur votre maman et qu'il y a en plus des effets secondaires. Et puis il faut être honnête, le déclin cognitif, lui, est programmé pour l'instant. Et il n'y a pas, il faut être très honnête, de médicaments qui arrêtent le déclin actuellement. Il n'y en a pas. Alors, peut-être qu'il y en aura dans quelques temps, en tout cas on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas pour l'instant il n'y en a pas. Et par contre, vous disiez madame que votre maman a des problèmes de repères de temps en temps avec des évolutions dans le temps, etc. Tout ça peut être pris en charge quand même sur le plan non médicamenteux en essayant de travailler la recherche de repères plus inscrits dans la vie de votre maman par des techniques dont on parlera tout à l'heure, etc. Vous pouvez d'ores et déjà conseiller Brigitte si vous le souhaitez. Vous pouvez nous donner des techniques qui pourront éclairer Brigitte et peut-être qu'elle pourra les mettre à profit rapidement. Il faudrait connaître un peu plus la maman de Brigitte, mais par exemple, quand il y a un manque de repères, il y a ce qu'on appelle la réorientation thérapie, c'est-à-dire un travail autour de l'environnement de la personne, notamment mettre un carnet mémoire, en mettant exactement où est-ce qu'elle habite, quels sont ses enfants, quels sont ses objets d'amour, et ces personnes qu'elle aime, les affinités, ses capacités restantes, ce dont elle est capable encore, ce dont elle est plus capable, parce que ça on parlera de la méthode Montessori. Il faut jamais mettre en échec une personne qui perd la mémoire. Et voilà. Et sur le plan de la mémoire pure, il faut travailler. Il y a des méthodes de travail de la mémoire, ça c'est autre chose, parce qu'on parlera tout à l'heure. Vous savez, dans la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on disait au tout début. Il y a le problème de mémoire qui est important, qu'on accompagne par des repères, etc., pour pas que la personne soit angoissée. Et il y a les troubles du comportement qui entourent la maladie, qu'il faut travailler aussi. L'angoisse, l'anxiété, la dépression, l'apathie, l'opposition, etc. Ce sont 2 choses différentes. Si toutefois Brigitte n'est pas armée pour justement aider sa maman avec ses thérapies non médicamenteuses, vers qui peut-elle se tourner ?
Alors après, il y a ce qu'on appelle les plateformes de répit. Vous disiez tout à l'heure que je suis président d'une association qui s'appelle A3, mais c'est à Marseille, une association des aidants, qui sont à l'écoute de ça, orientent, forment, informent, proposent des plateformes de répit pour les aidants familiaux, parce que l'aidant familial, qu'il soit enfant ou conjoint, c'est très 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 dur pour eux. Et donc on leur propose des plateformes de répit, de l'accueil de jour, des hébergements temporaires, etc. Enfin, en tout cas, il y a tout un mouvement. Nous, on a même mis en place par des psychologues des formations aux thérapies non médicamenteuses chez les aidants familiaux à Marseille. Mais c'est une expérimentation avec l'ARS PACA, qui va certainement se développer d'ailleurs sur le plan national ensuite. Mais en tout cas, ça fait partie des pistes. Mais pour vous dire, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une dame qui accompagnait son mari qui a une démence d'Alzheimer depuis 4-5 ans, sans aucun produit. Alors, je dis pas qu'il faut pas mettre de produits. Hein. Vous savez, je suis psychiatre et moi, je suis pour les médicaments quand ils sont thérapeutiques. Et il y a de temps en temps des médicaments qu'on peut mettre sur le plan thérapeutique, même des psychotropes, un anxiolytique, un antidépresseur, s'il y a une grosse anxiété dans la dépression. Je veux dire, je suis opposé à rien. Ce dont je suis contre, c'est quand on met des produits à but de contention chimique. Et ça, je ne le souhaite pas parce que ça provoque une sédation et ça empêche la personne de vivre des choses qui peuvent être encore des choses fortes à domicile. Cette dame, malgré la détérioration cognitive, intellectuelle, peut vivre des choses très fortes, peut être très heureuse, même si la mémoire se dégrade. La première étape, Brigitte, peut-être, c'est d'être avec votre maman lors de la consultation avec son médecin et d'évoquer le sujet et de trouver peut-être des solutions ou des associations qui pourraient vous accompagner pour aider votre maman victime d'Alzheimer. On vous embrasse, Brigitte. Oui, je peux poser, s'il vous plaît, une dernière question, à savoir si le traitement médicamenteux dont on l'aurait mis, s'il est arrêté, est-ce qu'il faut qu'il se fasse progressivement ou il peut être arrêté rapidement? Non, il faut l'arrêter doucement. Faites-le avec votre médecin quand même, parce que vous risquez d'avoir un tout petit rebond quand même à l'arrêt, c'est-à-dire un petit mal-être, un petit mouvement à la fois cognitif et à la fois aussi au niveau des effets secondaires. Donc il faut le faire doucement, progressivement. Mais bon, il n'y a pas de problème pour l'arrêter. Mais faites-le avec votre médecin quand même, c'est quand même mieux. On vous embrasse, Brigitte. On vous souhaite une très belle journée depuis Bordeaux. Et on espère et on souhaite, et surtout n'hésitez pas à nous tenir informés, Brigitte, de la suite des événements. Plutôt que de mettre en place des traitements médicamenteux parfois pas forcément efficaces et responsables d'effets secondaires, voyons ensemble comment choisir des thérapies bienveillantes. Nous allons aider son proche avec des thérapies non médicamenteuses. Ce sera en deuxième partie d'émission. Je vous propose d'écouter Jeanne Moreau avec évidemment sa mémoire qui flanche ces circonstances. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait
chaque jour en se rasant. Jeanne Moreau qui a la mémoire qui flanche. Nous parlons d'Alzheimer ce matin dans votre service. Plus que la perte de mémoire, les troubles du comportement vont compromettre la qualité de vie familiale et de la vie sociale aussi de la personne malade et de son proche aidant. Nous allons trouver ensemble des solutions. Comment prévenir la maladie d'Alzheimer, comment accompagner les proches également avec des thérapies non médicamenteuses. RCF, à votre service, Bérangère Loup. Nous en parlons avec notre spécialiste, le docteur Thierry Bautran, médecin psychiatre spécialisé en gérontopsychiatrie. Il a écrit également Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments aux éditions Alpen. On parle avec vous également et Henriette Delalier nous envoyait un message. Y a-t-il une recherche génétique pour savoir si l'on est porteur ? Oui, alors il y a une recherche, mais que dans des conditions très précises. C'est-à-dire que si vous avez, c'est ce que je disais au tout début de l'émission, c'est-à-dire que si vous avez une maman ou un papa qui est atteint de manière jeune de la maladie, à ce moment-là, on sera inquiet pour une éventuelle transmission possible, une cause héréditaire. À ce moment-là, il y aura effectivement une batterie de tests, une ponction lombaire éventuellement, en tout cas, mais ce sont des choses qui peuvent être un peu traumatisantes. Donc, on ne le fait pas systématiquement quand vous avez un parent âgé qui a une maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de recherche génétique chez les enfants. Vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez de nombreuses spécialités et vous êtes aussi directeur de l'EHPAD, le domaine de la Source près de Marseille, qui comporte un pôle d'activité et de soins adaptés dédié aux troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer. Marie-Hélène de Grenoble s'interroge, elle pense qu'actuellement les EHPAD ne fournissent pas de personnel formé en nombre suffisant. Par contre, il y a des maisons au sein d'associations qui développent cette pratique d'attention à ces personnes à l'aide d'ateliers stimulants, notamment avec le langage des signes, avec la présence d'un animal. Que peut-on répondre à Marie-Hélène ? Et est-ce que dans votre EHPAD, le personnel est formé ? Alors, dans mon EHPAD, le personnel est formé. Et c'est vrai ce que dit votre auditrice, c'est qu'effectivement, il faut le développer et il faut du personnel en nombre et formé pour mettre en place ces techniques non médicamenteuses. L'autre jour, une journaliste me posait la question, me disant, mais l'épuisement du personnel, est-ce qu'il n'est pas dû à un manque de personnel suffisamment important ? C'est vrai, mais c'est pas que ça. L'épuisement du personnel, il est aussi, vous savez, dans nos maisons de retraite, de plus en plus, on vient de plus en plus dépendants, on vient de plus en plus tard, et c'est tant mieux, hein, on reste de plus en plus longtemps à domicile maintenant, parce qu'on est bien pris en charge, et parce que aussi on met en place des choses pour retarder l'entrée en institution. Mais quand on doit rentrer en institution, il faut rentrer quand on est très dépendant physiquement ou psychologiquement. Et on a dans nos maisons de retraite entre 70 et 80% de démence d'Alzheimer ou apparentée qui eux-mêmes développent des troubles du comportement et qui épuisent le personnel. Parce que quelqu'un qui a un trouble du comportement qui est opposant aux soins, par exemple, quand l'aide-soignante veut faire un soin et qu'elle reçoit des coups, qu'elle est agressée, qu'il y a une certaine violence, ça épuise complètement le personnel. Et les thérapies non médicamenteuses donnent une solution. Plutôt que de dire à cette aide-soignante ou cet aide-soignant, vous avez pris un coup, on attend dans 3 semaines que le médecin passe pour mettre un neuroleptique et à ce moment-là, on va sédater la personne et on aura réglé le problème. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, l'aide-soignant continue à prendre des coups pendant qu'elle fait les soins. On leur dit, on écoute ce que vous nous dites. On essaie de trouver une solution, c'est la technique thérapie non médicamenteuse personnalisée dont vous avez parlé aussi en tout début. On écoute ce que vous avez dit que vous avez pris des coups en faisant l'opposition aux soins. On va essayer de trouver la cause. Est-ce que c'est pas une angoisse du soir ? Parce que c'est vrai que vous savez que la démence d'Alzheimer est un peu plus... L'angoisse vespérale, l'angoisse du soir est très fréquente. Est-ce que c'est pas cette angoisse-là qui fait ça ? On la met en lien avec son projet de vie. Est-ce que cette dame, ça serait pas bien de parler de son enfance si elle est née à Lyon, eh bien on va parler de Lyon et à ce moment-là, on va chercher des photos de Lyon, on va aller sur Google Earth chercher son village, etc. Et on met en place une thérapie non médicamenteuse qu'on appelle réminiscence thérapie par le souvenir, où on la met en lien avec son souvenir, avec son passé à Lyon, etc. Et donc on a trouvé une solution. Oui, excusez-moi, simplement pour dire que du coup, ces aides-soignantes s'épuisent moins parce que non seulement on leur a donné du sens à leur travail, mais elles sont en plus actrices elles-mêmes de ces thérapies non médicamenteuses, puisque c'est elles qui peuvent, pendant qu'elles font les soins, parler du passé de Lyon, montrer des photos de la ville, etc.
Est-ce que la difficulté principale à laquelle se heurtent justement les aidants dans la maladie d'Alzheimer, en dehors du déficit de mémoire bien sûr, c'est la présence très invalidante de nombreux troubles du comportement? Et est-ce qu'on pourrait justement en parler de ces troubles du comportement? Je pense au délire spécifique, aux démences, à la dépression. Comment déjà les identifier? Et puis ensuite, comment apaiser le malade? Mais vous avez tout à fait raison. La démence d'Alzheimer, s'il y avait que le trouble de mémoire, on peut vivre avec. Je reconnais que c'est pas facile, mais on peut vivre avec. Je parlais tout à l'heure d'une dame que j'ai vue la semaine dernière qui a amené son mari, qui a une démence d'Alzheimer, mais elle fait tellement de choses au niveau de l'espace pour assurer son mari, pour mettre des dépenses bêtes en permanence, etc. Que ce mari, il vit bien, il n'a pas de troubles du comportement, tout se passe bien. La problématique, c'est que vous avez dans 98% des cas des troubles du comportement, 98%, heureusement, la plupart du temps non perturbateurs, une petite dépression, une anxiété, une apathie. Une apathie, c'est un manque d'envie d'initiation, pas un manque d'envie, un manque d'initiation. Donc, c'est neurologique, donc c'est difficile d'initier des choses. Toutes ces choses-là, si ça s'arrête là, ça va, mais si on ne les règle pas, ça va déboucher sur d'autres troubles du comportement beaucoup plus perturbateurs, comme l'opposition, notamment aux soins, mais aussi une opposition pour manger, etc., de l'agressivité, de la violence, de la déambulation, de la fugue la nuit. Moi, j'habite Marseille et j'ai une fille qui, malheureusement, toutes les nuits, ou une nuit sur deux, va chercher sa maman dans Marseille parce qu'elle a fugué, elle trouve des stratagèmes pour fuguer et c'est très compliqué. Vous voyez, donc ces troubles du comportement épuisent complètement l'entourage en institution comme sur le plan familial. Et il y a des solutions non médicamenteuses pour traiter les troubles du comportement. Attention, le non médicamenteux sera très efficace sur les troubles du comportement. Par contre, il n'a pas fait la preuve de son efficacité sur le déficit de mémoire. C'est ce que je vous disais en début d'émission. Le déficit de mémoire, pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui arrête le déclin cognitif. Aider son proche avec des thérapies non médicamenteuses, nous en parlons dans une poignée de secondes sur RCF. Nous accueillerons également Françoise qui nous appelle de Cannes et je vous lirai le courriel d'André. On se retrouve dans une poignée de secondes. À votre service, revient dans 1 minute. Ce jeudi à 17h sur RCF, vous avez rendez-vous avec Face aux chrétiens. Sur le plateau de la chaîne KTO, une personnalité répond aux 3 rédactions de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Ministres, parlementaires, politologues ou responsables religieux, ils participent tous au grand débat d'actualité Face aux chrétiens. Ce jeudi à 17h. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger les familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous. Legs, donations, assurance vie, notre notaire honoraire bénévole à Habitat et Humanisme vous conseille au 04 72 27 42 58. De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Loup. Nous nous intéressons ce matin à la maladie d'Alzheimer. Plus que les pertes de mémoire, ce sont des troubles du comportement qui s'avèrent être les plus complexes à traiter, alors que des médicaments peuvent être inefficaces ou dénués d'effets secondaires, et non dénués d'effets secondaires, c'est plus précis et plus réel. Eh bien, il y a des solutions et nous en parlons avec vous. Le docteur Thierry Bautran a écrit Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments? Comment lutter contre ces troubles du comportement? Comment améliorer la qualité de vie des malades? Comment diminuer l'épuisement des aidants? Et comment maîtriser les thérapies non médicamenteuses? C'est le sujet de À votre service jusqu'à 11h. Nous en parlons avec notre invitée et avec Françoise également qui nous appelle depuis Cannes. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Je suis de Nice, mais notre association est à Cannes. D'accord. Et je voulais parler, d'ailleurs je vous remercie de cette merveilleuse émission sur la maladie d'Alzheimer et ce médecin professeur qui a des réponses déjà très douces par rapport à un médicament. Et nous avons fait une association avec Jean-Pierre Politeur qui est neurologue et qui a écrit d'ailleurs Alzheimer, le livre aux aidants et Réveillez vos neurones et même un livre aussi sur Parkinson. Et nous aidons vraiment les personnes en grande difficulté autour de leurs malades
Moi, je pratique de l'hypnose pour les maladies d'Alzheimer qui sont pas trop avancées, pour les laisser dans l'éveil. Et nous avons beaucoup d'ateliers que nous faisons grâce à l'association Alzheimer Près de Lyon. Et donc, moi, je travaille aussi sur l'histoire de la personne, sur les deuils, parce que je suis psychogénéalogiste, et nous travaillons aussi sur les chocs et les troubles du patient, quand on peut encore travailler sur ces troubles et les effacer en hypnose. Voilà. Mais je voulais surtout parler du docteur Jean-Pierre Polidor, qui est un homme remarquable, et qui nous avons fait à Cannes et à Montsartou des jardins thérapeutiques pour l'association, pour que les personnes restent toujours en hyper-éveil, en éveil dans le temps, dans les saisons. Voilà, et nous faisons beaucoup d'ateliers pour aider les aidants, les soulager. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner pour le professeur. Merci beaucoup Françoise pour votre témoignage. Thierry Bautran, on comprend que d'écouter, d'observer, de regarder permet peut-être de soigner cette maladie, ou en tout cas de la prévenir. Ah oui, c'est primordial. Moi, je prône, mais ça rejoint ce que dit la dame, qui fait un très bon travail. J'ai l'impression. Il faut, pour mettre en place une thérapie non médicamenteuse, connaître par cœur la personne. Montessori le disait elle-même. Elle disait, elle disait ça pour les enfants à l'époque. Elle était en 1900. Il faut connaître, il faut être le sujet qui sait. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez non seulement, alors évidemment le conjoint ou la famille connaissent, mais les professionnels aussi doivent connaître par cœur la personne, ses affinités, ses deuils, ses capacités restantes, de quoi elle est capable. Il faut vraiment l'étudier parce que sinon vous mettez en échec la personne. Si cette dame, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, c'était une conférence que je faisais à des médecins coordonnateurs d'établissement, et un médecin coordonnateur m'a dit, mais nous on a fait de la réminiscence thérapie, c'est-à-dire qu'on avait un pianiste qui était un pianiste de haut niveau, et on avait un vieux piano, donc on a fait de la réminiscence, on l'a mis en lien avec son passé, on lui a fait faire du piano. Et malheureusement, ce monsieur qui avait une démence d'Alzheimer évoluée n'a pas pu jouer ce qu'il savait jouer, du Mozart ou du Liszt, je sais pas. Et du coup, ils ont eu l'effet inverse. Ils l'ont mis en échec. Ils ont oublié une chose essentielle que prône Montessori, c'est d'analyser les capacités, à quel niveau il était de capacité restante. Si ce monsieur savait jouer qu'au clair de la ligne, il fallait lui faire jouer au clair de la ligne. Ce qu'il fallait, c'est qu'il maîtrise son environnement. Moi, ce sont mes aides-soignantes dans la maison de retraite qui me disent, mais monsieur, ça sert à rien de lui faire faire de la couture, même si elle est très bonne couturière. Maintenant, vous allez la mettre en échec. Par contre, elle est capable de mettre une aiguille dans un bouton. Eh ben, mettons une aiguille dans un bouton. C'est pas gênant. L'essentiel, c'est d'être adapté à la personne. La personne, qu'elle puisse enfin retrouver son environnement et se mettre en lien avec son passé. Si c'était une excellente couturière, elle peut quand même faire de la couture, évidemment, pas au même niveau. Vous voyez, on a eu même un pâtissier dans ma maison de retraite, là c'est chez moi, qui malheureusement est décédé maintenant, un pâtissier de très haut niveau. On faisait de la cuisinothérapie, c'est-à-dire qu'il faisait au départ des pâtisseries de très bon niveau, puis ensuite il battait les œufs en neige, et ensuite il passait le rouleau à pâtisserie. Alors vous allez me dire, pourtant, la famille aussi disait quand même notre papa qui était un super pâtissier. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas de faire de la performance. L'essentiel qu'il ait le sentiment d'avoir une maîtrise à nouveau de son univers. Et ça, grâce à ça, on a baissé son état dépressif, parce qu'il avait un état dépressif, de 30 à 40%, ce qui est énorme. Aucun médicament psychotrope, je suis psychiatre, aucun antidépresseur va faire remonter à 40% sur une démence d'Alzheimer une dépression. Et on l'a fait de manière bienveillante, sans effet secondaire, avec une thérapie non médicamenteuse. Vous partagez la vie d'Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Oui, mais c'est tout à fait ça. Je voudrais qu'on revienne sur la technique de Montessori. C'est une technique très importante, vous la détaillez dans votre livre. Elle consiste à ajuster les tâches du quotidien aux besoins et aux capacités physiques, émotionnelles et mentales du patient. Quand on entend ça, c'est bienveillant, c'est tout à fait respectable, mais si je n'ai pas le temps de m'occuper de la personne qui souffre de cette maladie. Alors, la question, c'est, si vous parlez des aidants familiaux ou professionnels, le temps, on peut faire sans, effectivement, c'est une question qui revient souvent, comment on peut prendre le temps, regardez en EHPAD, les aides-soignants sont à flux tendu, etc. Mais il ne s'agit pas de révolutionner les choses et de se dire, on va prendre 3 heures par jour pour étudier les capacités restantes de la personne. Ça prend des fois 5-10 minutes, mais il faut absolument une thérapie non médicamenteuse, elle se fait au quotidien. Le matin, on réveille, changer de lumière. Donc il faut connaître son passé, ses goûts, ses centres d'intérêt, ses anciennes occupations. Si cette personne est seule,
Comment ça marche? Alors là, évidemment, à domicile, vous voulez dire, à ce moment-là, évidemment, il y a soit des professionnels qui viennent à domicile, comme des infirmiers libéraux, qui d'ailleurs sont demandeurs de ça, de connaître la personne. Et ils la connaissent souvent très très bien. Ils connaissent leurs capacités restantes, ils connaissent des fois la famille, ils connaissent aussi quel est le personnage central de la famille. Ça peut être des fois un petit-neveu, ça peut être un animal aussi. Il y a des thérapies par médiation à travers l'animal. Tout ça, on peut mettre en place à travers des auxiliaires de vie et des plateformes d'aide et de répit qui existent partout en France. Ce sont des associations d'aide. Alors, il y en a une qui est connue nationalement, qui est France Alzheimer, mais il y a aussi l'aide aux aidants à Troyes, à Marseille, et d'autres à Lyon, etc. Est-ce que le but, c'est de redonner confiance? Pas uniquement. Le but, attention, les thérapies non médicamenteuses, il y a thérapie dedans. C'est traiter un trouble. C'est-à-dire que si on veut faire de l'animation, très bien, moi je suis pour, et parce que ça provoque du lien social, du plaisir, c'est très bien. Vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire danser, il faut le faire. Mais la thérapie non médicamenteuse, on étudie un trouble. Quel est le trouble? Il y a une opposition, il y a une agressivité, il y a une agitation, il y a une apathie, un manque de difficulté à initier des choses. Cherchons des thérapies en fonction de son projet personnalisé à adapter pour pouvoir traiter ce trouble. On a parlé de l'opposition, cette petite aide-soignante qui avait du mal à faire les soins le soir. Eh bien, elle a parlé du fait que cette dame était née à Lyon, etc. Elle a mis en place une thérapie non médicamenteuse adaptée à la personne et on a fait baisser l'opposition du soir qui était liée à une anxiété. Vous voyez, chaque fois, il faut chercher la thérapie. Et pour finir, excusez-moi, par rapport au Montessori, Maria Montessori, pour être très très rapide, c'est une neuropédiatre à la base, des années 1900, qui a découvert quelque chose d'extraordinaire, elle a fait évoluer les choses, c'est que les enfants, plutôt que de leur imposer un savoir, il valait mieux les écouter et essayer de faire des activités sans jamais les mettre en échec, et plutôt prôner une autonomie et les accompagner avec une méthode de retrait, et les accompagner dans leur évolution pour que ça se passe bien. Et puis il y a un psychologue qui s'appelle Cameron Kampf, un Américain, qui a dit mais pourquoi ne pas mettre ça en place chez la personne âgée? Et en gros, c'est ça, jamais mettre la personne âgée en échec. Bon, je suis très très rapide, évidemment, c'est une technique qui nécessite plus de temps pour l'expliquer. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret pour ne pas mettre la personne en échec? Je vous l'ai dit, par exemple, le pâtissier dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il faut, pour pas le mettre en échec, il faut vraiment étudier à l'instant T ce dont il est capable. S'il n'est plus capable de faire une pâtisserie de haut niveau, on va lui faire battre les œufs en neige ou passer le rouleau à pâtisserie. La méthode ultime du Montessori, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le manger main, le sans fourchette. Vous l'évoquez dans votre livre. Voilà, dans des maisons de retraite, il y a des maisons de retraite qui font en sorte de mettre des textures adaptées pour que la personne, malgré une perte d'autonomie, puisse encore manger à son propre rythme en faisant des petits fours, etc. Mais nous-mêmes, vous-même et moi-même, on mange des fois avec les mains, les pizzas, les cocktails. On est dans un cocktail. Ça peut être très agréable. Et ça peut être tout à fait. Et vous avez bien dit le mot, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit agréable. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des textures qui soient difficiles à manger avec des personnes âgées qui sont déjà en difficulté pour pas mal de choses comme ça. Mais si on accepte le fait, parce que là, on a un obstacle, c'est les familles qui vous disent « Ah, moi, je veux pas voir maman ou papa manger avec les mains des choses, voilà, alors qu'il était tellement élégant dans sa manière d'être quand il était plus jeune. » Non, il faut faire le deuil de ça. Il faut surtout se dire, est-ce que cette dame ou ce monsieur est content de faire comme ça? On lui préserve son indépendance, son autonomie. C'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre le fasse manger. Pas à son rythme. La notion plaisir, mais adaptée à son caractère, à son rythme de vie, à ses qualités et à ses défauts. C'est la méthode Montessori. Avant d'accueillir Philippe, qui nous appelle de Carpentras, j'aimerais qu'on parle aussi de l'aménagement de l'environnement. C'est une thérapie que l'on nomme en anglais Reality Orientation Therapy. C'est l'une des plus utilisées. Vous l'évoquez dans votre livre. Oui, parce qu'elle est très simple. Pour faire plus français, c'est la réorientation thérapie. On renforce le repère de la personne partout pour essayer de l'aider. Alors ça peut être des fois des jeux de lumière, des fois par exemple à domicile. Là, c'est par le biais de mon association d'aidants. On me dit mais il y a un monsieur qui tous les soirs est agité, est agressif. En fait, on a fait une étude de son domicile. On s'aperçoit que ça manque de lumière dans certaines zones, qu'il supporte pas bien d'être seul dans une pièce et qu'il a besoin de monde. En tout cas, c'est toute cette vous savez, des fois, l'opposition, l'agressivité, c'est lié à une phobie. On a tous des fois des phobies. Des phobies de sociales ou des phobies des peurs qui peuvent être ce qu'on appelle l'agoraphobie, la peur du vide, par exemple. On avait, par exemple, et là, c'est un cas pour illustrer la réorientation thérapie, dans notre maison de retraite, une dame qui était agitée pas bien quand elle allait manger le soir dans le restaurant. En fait, cette dame, on a fait une enquête, elle était agoraphobe. Elle a peur, toute sa vie, elle avait peur des espaces et du monde. Donc évidemment, avec sa démence d'Alzheimer, cette phobie, elle est toujours là et elle avait peur du monde.
Donc, on a fait une réorientation thérapie. C'est tout simple. On l'a mis dans un endroit où il y avait moins de monde, dans un restaurant, où elle était un petit peu plus seule, où le silence était un peu plus là, et toute son agitation a diminué. La réorientation thérapie, c'est aussi faire des carnets mémoire où on met dessus son nom, son prénom, le nombre d'enfants qu'elle a, où elle habite, etc. On renforce le repère. On peut le faire maintenant avec les moyens modernes, avec l'informatique. Par exemple, à Nice, il y a eu une très belle expérience qui a permis d'ailleurs de garder les personnes à domicile 8 mois de plus que ceux qui n'avaient pas cette expérience. Ça consistait tout simplement à, de manière virtuelle, faire partir de son domicile vers la boulangerie de manière virtuelle la personne. Elle faisait toute la démarche de chemin en tenant compte du trottoir, il fallait lever la jambe, du feu rouge, etc. Du coup, elle faisait ce chemin de manière virtuelle régulièrement et ça lui a permis de continuer à aller à sa boulangerie longtemps, malgré un déficit intellectuel assez sévère. Est-ce qu'on peut combattre la maladie sans médicaments? Nous en parlons ce matin avec le docteur Thierry Bautran, médecin spécialisé en gérontopsychiatrie, et avec également Philippe qui nous appelle depuis Carpentras. Bonjour Philippe. Merci de votre patience. Je sais que vous patientez depuis quelques minutes et vous souhaitez nous parler des jardins thérapeutiques. Est-ce que Philippe a su patienter? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez les jardins Oui, tout à fait, oui. Thérapeutiques? Est-ce que l'on peut en parler avant d'entendre Philippe qui m'a l'air de pas forcément être avec nous? Je vous écoute, docteur Thierry Bautran. Écoutez, oui, non, les jardins thérapeutiques aussi, toujours pareil. Moi, je suis pour les thérapies non médicamenteuses personnalisées. On peut faire du jardin parce qu'il faut en faire, parce que c'est important de sortir, etc. Ça, c'est une belle chose. Mais si on a un trouble du comportement, quel qu'il soit, agressivité, opposition, etc., et que ce monsieur ou cette dame avait une affinité autour du jardin et qui avait une affinité autour du manuel, une affinité autour du bricolage, c'est tout à fait intéressant de faire baisser un trouble du comportement en le mettant en place, en le mettant en lien avec un jardin thérapeutique, c'est-à-dire construire un jardin. Alors, maintenant, en plus, il y a des solutions qui permettent d'adapter à l'handicap physique aussi, c'est-à-dire qu'on peut mettre des jardins haut situés, à hauteur de la personne, qui puissent aussi être travaillables en fauteuil roulant. Et ça, c'est très bien. Il y a de très, très belles choses qui se font actuellement. Chez nous, en EHPAD, on a des jardins hauts, à hauteur des mains et des bras, de manière à ce que malgré le fauteuil, on puisse toucher des plantes, etc. Et une fois qu'on est en lien avec l'affinité de la personne, ça devient thérapeutique et on pourra baisser un trouble du comportement, quel qu'il soit. André nous envoie un courriel et nous dit « Ma mère a eu la maladie d'Alzheimer et mon sentiment à ce propos est que cette maladie n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Outre les questions de type environnemental comme l'alimentation, la pollution, dans les pesticides ou les ondes électromagnétiques, je pense qu'il y a aussi des causes de type psy. Partant du cas de ma mère, j'aurais tendance à dire qu'il y avait le besoin d'échapper à un enfer de sa vie qu'elle a pu subir ou qu'elle s'est créé. Est-ce que vous partagez l'avis d'André, Thierry Bautran? Partiellement. Je pense qu'effectivement, ce monsieur a raison dans le sens où il peut y avoir des déclenchements de maladies suite à des chocs affectifs. Mais il faut que la problématique soit déjà là. Si vous avez, on en a parlé un petit peu, la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plaques d'amyloïdes, des plaques de protéines qui se greffent dans le cerveau, on ne sait pas trop encore comment, pourquoi, et qui vont détruire petit à petit les neurones, pour être très très simple. Si vous avez ces plaques d'amyloïdes dans le cerveau, mais que vous n'avez pas de choc affectif, vous pouvez très bien vivre avec, et puis compenser votre petit trou de mémoire par de l'intelligence, de la réflexion, de l'expérience. Si par contre vous avez un choc grave, par exemple, ça m'est arrivé de voir malheureusement qu'une dame âgée, comme ils vivent de plus en plus vieux, voit leurs enfants partir des fois avant eux, donc un choc affectif d'une rare importance, et ça va déclencher la maladie. Mais la maladie était là avant. Donc c'est un déclenchement. Il n'y a pas de déclenchement s'il n'y a pas de maladie de protéines préexistantes. Voyez, c'est la même chose d'ailleurs pour d'autres maladies. Il y a souvent on dit mais oui, maman ou papa a déclenché un cancer suite au décès de quelqu'un d'important. Non, la maladie existait déjà et le choc affectif a fait déclencher le début de la maladie. Nous continuons à en parler de cette maladie. Nous parlons d'Alzheimer ce matin ensemble avec le docteur Thierry Bautran et avec Georgette qui va être avec nous dans un instant depuis Perpignan. Je voudrais entendre Mano Solo nous interpréter dans Ma mémoire sur RCF. Faites comme Georgette, composez le 04 72 38 20 23. En dernière partie d'émission, nous verrons les dispositifs à notre disposition pour mieux accompagner justement ou pour être mieux accompagné dans ce rôle d'aidant qui est très souvent très épuisant. Belle matinée en notre compagnie. Vous écoutez RCF et vous êtes dans votre service.
Y a des trucs dans ma mémoire, des grands trous noirs de sales histoires, des trucs en carton plié, qu'un jour on finira par oublier. Y a des trucs dans ma mémoire, depuis que je t'ai vu, qui percent dans le noir. Une grande lumière entre dans mon souvenir, qui se remplit de ton sourire. J'ai dans la tête l'image de toi, gravée 1000 fois, qui fait sursauter mon cœur de joie. Ça marche à tous les coups, même si j'ai la mémoire pleine de croisades, de portes ouvertes et de barricades. Y a des trucs dans ma mémoire depuis que je t'ai vu, qu'ont disparu. Leur importance, leur souffrance imbécile. Il ne reste que la douceur des élans de ton cœur. Dans ma mémoire, y a pas que des histoires pourries, que des histoires d'ennui. Y a pas que des statues qui pleurent, y a pas que des erreurs pour toujours. Y a pas que des frayeurs dans ma mémoire. Y a nos histoires, celles qu'on a eues là juste hier. Toutes nos histoires de toi et moi, celles qui repartent chaque matin là comme aujourd'hui. Là c'est reparti. Dans ma mémoire là c'est juste pour moi que tu souris. Mano Solo avec Dans ma mémoire. Presque 1 million de personnes sont concernées par la maladie d'Alzheimer. Après avoir défini la maladie, évoqué les différents troubles du comportement de cette maladie comme la dépression, l'opposition aux soins, l'agressivité ou la fugue, nous avons aussi parlé des thérapies non médicamenteuses. Nous allons nous intéresser à présent aux dispositifs mis à notre disposition. Je pense aux aides financières, aux plateformes de répit, aux aides à domicile ou à l'hébergement temporaire pour être mieux accompagnés dans ce rôle d'aidant qui, je le disais il y a un instant, peut être très épuisant. À votre service, 04 72 38 20 23. Nous comprenons cette maladie avec le docteur Thierry Bautran et nous partageons vos expériences et nous allons d'ailleurs écouter celle de Georgette qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Georgette. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Merci. C'est simplement un petit témoignage parce que j'ai eu un vieux professeur de piano qui a été très gravement atteint sur un plan Alzheimer puisqu'elle ne reconnaissait plus personne et moi en particulier, alors que nous avions avant une forte relation affective. J'ai été son professeur longtemps, mais peu de temps avant de mourir, alors qu'elle était dans la maison spécialisée et franchement dans un état mental très très atteint, j'ai fait l'expérience de lui faire jouer avec moi un morceau de piano qu'elle avait joué au moins 20 ans auparavant, quoi. Et j'ai été stupéfaite de voir qu'elle le jouait très bien. Alors, la mémoire était très atteinte et alors comment se fait-il qu'elle était arrivée à jouer ça très bien? C'était pas n'importe comment. À tel point que quand elle faisait des fautes, elle disait « Oh, j'ai fait une faute », elle se rendait compte. Alors, au niveau du fonctionnement de la mémoire par rapport à cette maladie, et encore une fois, elle était très atteinte, j'aimerais comprendre. Et puis, subsidiairement, est-ce que le fait de pratiquer un instrument de musique à haut niveau protège un peu de la maladie d'Alzheimer? Merci beaucoup, Georgette, pour votre témoignage, suivi de 2 questions. Thierry Bautran. Oui, c'est une très bonne question. C'est que la musique est quelque chose d'exceptionnel pour apprendre, pour utiliser, parce qu'elle utilise plusieurs mémoires. Et ce que disait Madame, effectivement, c'est que pour expliquer ce phénomène, c'est que dans la démence d'Alzheimer, pour être très très rapide, on commence par parler d'une mémoire qui s'appelle la mémoire de travail, la mémoire immédiate, c'est-à-dire si on vous demande de retenir un numéro de téléphone, vous allez le retenir puis vous allez l'oublier. Ça, c'est de la mémoire de travail. Cette mémoire-là va vite se dégrader. Ensuite, il y a une mémoire plus longue
on appelle ça la mémoire explicite, qui nécessite un effort. Celle-là va se dégrader, d'aller chercher, par exemple, des dates, ce qu'on appelle ça la mémoire sémantique. Ça va être compliqué. La mémoire épisodique aussi, la mémoire des épisodes de notre vie vont petit à petit se dégrader. Mais il reste une mémoire qu'on appelle implicite, sans effort, qui va rester longtemps, même quand la démence d'Alzheimer est très évoluée. Cette mémoire, c'est une mémoire sans effort, notamment la mémoire procédurale, c'est-à-dire que les automatismes, les dextérités qu'on a, il y a de grandes chances qu'on le garde. Si vous savez faire du vélo, vous allez continuer à garder, vous savez faire du vélo. Si vous savez faire du jouer du piano, il y a certaines, procédures qui vont rester, et il y a de grandes chances, en tout cas, que certains éléments autour de la musique vont rester. D'autant plus qu'il pourra utiliser une deuxième mémoire qui reste longtemps, qui s'appelle la mémoire des représentations perceptuelles, c'est-à-dire que ce qu'il ressent est encore là. Et s'il ressent du plaisir à travers le fait de jouer du piano, il y a des chances qu'il puisse récupérer des choses. Par exemple, le karaoké est une très bonne mesure aussi pour travailler la mémoire. C'est donc la notion plaisir qui a permis à l'ami de Georgette de se souvenir de cette composition. Avant d'évoquer très rapidement les dispositifs mis à disposition des aidants pour justement mieux accompagner les malades d'Alzheimer, j'aimerais savoir si on peut prévenir la maladie d'Alzheimer, et si oui, comment? Alors prévenir, c'est les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Si vous maîtrisez vos facteurs de risque, c'est-à-dire que si vous avez une activité physique, si vous traitez bien l'obésité, le tabac, etc. Si par exemple j'ai un faible niveau d'instruction, quelle est l'idée? Je dois m'instruire? Oui, il faut s'instruire, mais c'est pas que le niveau d'instruction, c'est aussi le lien social. Il faut surtout faire du lien social, et jusqu'à la fin de sa vie continuer à essayer de faire des jeux, des quiz, etc. Une consommation quotidienne de vin rouge en petite quantité, c'est ce que vous précisez dans votre livre. Mais attention, en petite quantité, c'est bien écrit. Oui, tout à fait. Ça aussi, alors ça, ce sont les facteurs protecteurs. Manger des poissons gras, faire de l'activité physique. La prise de certains médicaments anti-inflammatoires à base de substances non stéroïdiens, oui, tout à fait, sont aussi protecteurs. Tout ça. Et les fruits, les légumes. Les légumes. Voilà. En fait, ce sont une hygiène de vie plutôt positive qui sera d'ailleurs aussi bénéfique sur les problèmes cardiovasculaires. Donc on peut prévenir de cette manière. On peut prévenir. Et puis aussi, je crois que, je veux dire très rapidement, il y a quand même, puisque au tout début, je l'ai pas annoncé, il y a quand même des recherches qui sont plutôt prometteuses, qui sont, elles, basées sur cette plaque d'amyloïde, c'est d'essayer de la détruire. Alors, on essaie de mettre en place des vaccins, des anticorps qui lutteraient contre ces plaques. En tout cas, c'est un peu plus complexe que ça. Ça reste très positif, donc il y a des nouveaux traitements. Il y a des traitements qui sont, il y a beaucoup de traitements qui se sont arrêtés malheureusement parce que l'efficacité n'est pas là. On est dans la recherche encore à l'état pur. Je vais pas détailler parce qu'on n'en a pas le temps, mais en tout cas, il y a quelques recherches qui pourraient être prometteuses dans l'avenir, mais pas dans l'avenir proche, malheureusement. C'est pas forcément facile d'aider un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Nous l'avons vu ce matin ensemble. Il y a des dispositifs mis à leur disposition. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a les plateformes de répit qui peuvent être, parce que je vous l'ai dit au tout début aussi, l'épuisement d'un aidant familial est terrible. Quand on s'occupe de la maladie d'Alzheimer, on meurt avant la personne dont on s'occupe, à 15%. Vous voyez, c'est énorme, parce qu'on s'épuise. C'est terrible de vivre au quotidien. Alors, il y a des solutions, par exemple, alternatives, comme l'accueil de jour, par exemple, que je prône. Qu'est-ce que l'accueil de jour? L'accueil de jour, c'est alors on le sait pas, mais les EHPAD, les maisons de retraite, les EHPAD, on appelle ça comme ça maintenant, on propose des accueils de jour, en tout cas certains, pas toutes, mais certains sont habilités. Alors, il faut aller vers celles qui sont habilitées. Il faut une autorisation de l'ARS et du conseil départemental pour ça, parce qu'il faut des normes de sécurité, etc., et de personnel. Et dans la journée, on accueille la personne de 9h à 17h. On va même les chercher à domicile. Il y a beaucoup de structures qui font ça, et on s'occupe à la fois, ça permet de garder à domicile la personne, ce que souhaite souvent la famille, et en même temps d'avoir un répit pour la journée. Vos années de pratique vous ont permis de constater que les aidants, loin d'être impuissants, mettaient en place des stratégies intéressantes et qu'ils avaient une connaissance de la personne malade unique et inégalable. Même s'ils ne disposent pas tous des mêmes outils et notamment des aidants professionnels. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, un livre que je recommande, Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicaments? Merci beaucoup, Dr Thierry Bautrand, de nous avoir éclairé sur le sujet. Dans votre livre, vous parlez également des aides financières, de la plateforme de répit, des aides à domicile et de l'hébergement temporaire. Ce sont des dispositifs qui sont mis à disposition pour les aidants, pour les aider à accompagner justement les personnes souffrant d'Alzheimer. Je vous souhaite une excellente journée, Dr Thierry Bautrand. Merci, à vous aussi. Et au plaisir de vous réentendre sur notre antenne. Quant à vous, chers auditeurs, je vous retrouve avec le même plaisir dès demain matin. Nous jardinerons à partir de 10h avec Jean-Pierre Mille, notre expert en environnement et en protection des plantes. Je vous souhaite à tous une très belle journée à l'écoute des programmes de RCF. À demain.